Le contexte, c'est une guerre civile. Au départ, on a une insurrection qui se concentre autour de Benghazi, dans la région de la Cyrénaïque, qui historiquement est rebelle au pouvoir central de Tripoli. Une insurrection qui s'est étendue également à la partie ouest de la Libye. Et cette insurrection, finalement, s'est très vite transformée en guerre civile, avec perspective de massacre, menace de la part de Kadhafi. Sur le flanc sud de l'Union européenne, de l'OTAN, il faut quand même rappeler la chose, il y a une dimension géographique, géopolitique en la matière, et c'est ce qui a mené un certain nombre de pays, notamment la France et le Royaume-Uni, à pousser dans le sens d'une intervention. Alors le cadre de l'OTAN n'a pas immédiatement été choisi, il y a eu toute une négociation entre les différents pays qui appartiennent à la zone euro-atlantique, une zone que je délimiterai par les contours finalement de l'Union européenne et de l'OTAN, qui coïncident pas exactement, mais c'est tout un ensemble de pays qui sont très proches les uns des autres, et l'opération donc a commencé dans le cadre d'une coalition, France, Royaume-Uni, États-Unis, plus quelques autres pays, et au bout de quelques jours, le choix a été fait de replacer cette opération dans le cadre de l'OTAN, donc dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Alors, les lignes de partage sont indéniables, on pourrait passer d'emblée au niveau mondial, et puis rappeler que lors du vote de la résolution du Conseil de sécurité le 19 mars, la révolution 1973, il y avait déjà une ligne de partage entre d'un côté les Occidentaux, incarnés notamment par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, et puis de l'autre côté les pays du BRIC, les puissances émergentes. Alors, ça ne concerne pas directement la zone euro-atlantique, mais la Russie est quand même partie prenante de l'espace européen. On a l'Allemagne qui a décidé de s'abstenir, et donc il s'est mise en porte-à-faux avec ses principaux alliés occidentaux. Donc voilà une première ligne de partage. On reviendra peut-être sur les raisons de cette ligne de partage. Ensuite, on a également l'Italie qui s'est montrée très réticente à s'engager dans l'opération, même si finalement elle l'a rejointe. Il faut rappeler quand même que l'Italie avait signé un traité d'amitié et de coopération avec la Libye et est très investie dans ce pays. On a les pays d'Europe centrale et orientale là, qui se sont, avec la Pologne, mais pas uniquement la Pologne, qui se sont également montrés très réservés sur cette opération, tout simplement parce qu'ils sont assez indifférents à ce qui peut se passer sur le flanc sud de l'Europe, et la géographie aidant, ils sont beaucoup plus préoccupés de l'Est européen, de la Russie. Et puis, on a également le cas de la Turquie, donc la Turquie de l'AKP qui cherche à mener une diplomatie multivectorielle, qui veut se poser en interlocuteur entre, d'un côté, les Occidentaux, de l'autre côté, le monde musulman, et qui, de ce fait, n'était pas non plus pressé de rallier cette coalition. Donc voilà à peu près les lignes de partage. Les raisons ne sont pas tout à fait les mêmes selon les pays que l'on envisage, mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que au final, à l'intérieur de l'OTAN, eh bien, on a quand même décidé de s'engager dans cette opération. Et il faut rappeler que les décisions à l'intérieur de l'OTAN se prennent par consensus. Alors, il y a différentes explications. Il y a la question des moyens qui est mise en évidence par les médias, et il y a une véritable problématique derrière la question des moyens, sur laquelle on reviendra peut-être. Mais surtout, c'est le choix finalement d'une guerre aérienne avec refus de s'engager directement au sol. Or, on sait qu'on ne peut pas gagner une guerre uniquement avec des moyens aériens, et ça pose toute la question de la force qui est engagée au sol. Alors, si on reprend la guerre du Kosovo en 1999, il y avait Lučeka sur le terrain, au sol, qui menait les opérations. Si on prend l'Afghanistan en 2001, vous aviez l'Alliance du Nord, qui là encore au sol, donc menait les opérations. Dans le cas de la guerre en Libye, on s'aperçoit que les insurgés, ceux qui apparaissent sur la scène internationale à travers le Conseil national de transition, ne représentent pas une véritable force militaire. Et donc il faut quand même un certain temps pour mettre sur pied une force militaire, pour entraîner les hommes. Donc c'est véritablement au niveau de la force déléguée sur le terrain que l'on rencontre un certain nombre de problèmes.
C'est parfaitement exclu si on a une approche purement juridique des relations internationales, c'est-à-dire si on veut rester dans le cadre de la résolution 1973. Ce que l'on peut faire remarquer, c'est qu'on a déjà décidé au niveau des Français, des Britanniques, d'engager des hélicoptères et qu'il y a un certain nombre de raids qui sont menés par ces hélicoptères. Or, les hélicoptères, c'est de l'aéroterrestre. On est déjà dans une dimension terrestre des opérations. Donc l'objectif, c'est essayer de préparer le terrain, de préparer la voie pour que les troupes du Conseil national de transition portent l'estocade. Alors, ce qui est mis en évidence, d'abord et avant tout, c'est que sur les 28 pays membres de l'OTAN, on a 8 pays qui sont engagés véritablement de manière active dans les opérations. Les autres, c'est une coopération à la carte. Certains pays participent à la mise en place de l'embargo naval, à la mise en place d'une zone de protection aérienne, mais refusent de bombarder. Et en fait, l'essentiel de l'effort repose sur les Français, les Britanniques et puis également les Américains. Pour différentes raisons, on tend à minorer leur participation, mais elle est beaucoup plus importante qu'on ne veut bien le dire. D'une manière générale, ce qui ressort, c'est que les puissances militaires européennes, réduites à leurs propres moyens, n'ont pas véritablement la capacité à mener des opérations de ce type, de cette intensité. Et c'est la question des dépenses militaires en Europe, qui ont décru de manière constante au cours des 20 dernières années, à ce qu'on a sublimé sous l'expression de dividendes de la paix. Et au-delà, à mon sens, c'est la question même de l'État régalien. On a le sentiment que le welfare state a dévoré en quelque sorte l'État régalien, l'État souverain ou encore ce qu'on pourrait appeler le warfare state.